C'était pas Merci beaucoup, mais je vais être beaucoup plus contente si c'est 2 fois plus important après la présentation de la question privilège. Bonjour à tous. Merci à Jeff de m'avoir invité ici aujourd'hui, puis merci à la Fédération de laisser place à ça. Comme ça a été mentionné, je reviens récemment de 14 mois en Palestine. J'étais basée à Jérusalem-Est. Je travaillais autant en Cisjordanie qu'à Gaza. Puis aujourd'hui, on trouvait vraiment important de vous partager un petit peu ce qui se passe sur le terrain directement. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de ce qui se passe à Gaza, mais c'est difficile d'avoir de l'information qui décrit exactement ce qu'on peut y voir. Et donc, je veux juste vous partager un petit peu ce que j'ai pu voir et vivre dans les 14 derniers mois. Je pense qu'on a tous des connaissances différentes sur la situation là-bas, donc je veux juste commencer par vous dire que ce conflit, il date de 76 ans déjà. C'est un conflit de longue haleine, qui a un contexte qui est important aussi à se rappeler, parce que sans ce contexte-là, on comprend moins bien aussi ce qui se passe réellement aujourd'hui. Puis ce qui nous fait très, très peur aujourd'hui, c'est qu'on a pu voir dans les derniers mois des attaques systématiques contre le système de santé, contre les travailleurs de la santé et tous les professionnels du domaine de la santé et des services sociaux en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Je veux vous parler des deux aujourd'hui parce que, en fait, c'est tellement horrible et inadmissible ce qui se passe à Gaza qu'on n'entend pas autant parler de la Cisjordanie. Puis je veux le mentionner aussi parce que ce qui se passe est tout aussi horrifiant. Vous avez vu dans les derniers mois, quand ça a commencé, en fait, en octobre, il y a eu une première attaque sur un des hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza. Et il y avait un débat sur qui avait attaqué l'hôpital. Je pense qu'avec du recul, ce qu'on a vu, c'est des attaques systématiques sur chacun des hôpitaux présents à Gaza. Il y a eu un effondrement total, il y a plusieurs mois déjà, du système de santé. Les ONG telles que Médecins sans frontières, Médecins du monde et d'autres ONG qui sont présentes, on a eu extrêmement beaucoup de difficultés à faire nos opérations, à offrir des soins, plus que dans tout contexte où on a été avant. Comme vous savez, Gaza était sous siège depuis 16 ans et depuis octobre complètement fermé. Donc, il y a eu un arrêt d'entrée pendant plusieurs semaines d'eau, de nourriture et donc de besoins de base, pour répondre aux besoins de base de tout le monde dans la bande de Gaza. Ça a résulté à des effets absolument dévastateurs sur tout le monde, mais encore plus sur les plus vulnérables, sur les enfants, sur les gens qui ont des maladies chroniques qui n'ont pas été traitées depuis des mois. Et je les mentionne parce que, évidemment, qu'il y a le nombre de morts qu'on entend tous les jours mis à jour. Et ça, ce nombre de morts-là, c'est les morts sous les bombardements, qui sont massifs, constants, sans arrêt, incessant, depuis malheureusement 8 mois maintenant. Mais il y a une quantité de personnes qui ne sont pas comptées, qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer, ils n'arrivent pas à avoir accès à l'hôpital, à un poste de soins de santé, qui vont mourir d'hypertension, de diabète, puis d'accès à la dialyse. Donc, ce n'est pas seulement les attaques directes, c'est aussi toutes les attaques secondaires. On a des enfants qui meurent de faim, littéralement, depuis plusieurs mois maintenant. Et nous, à Médecins sans frontières, on a eu des attaques directes sur nos emplacements qui ont commencé à l'automne. Dans un des hôpitaux au nord de Gaza, on a 2 de nos collègues qui ont été tués. C'était en novembre. Puis, depuis, on a eu des attaques sur les abris où on abritait les familles de nos travailleurs. Quand je dis travailleurs, ça peut être travailleurs sociaux, infirmiers, médecins. Donc, les familles qui étaient abritées, il y a eu des attaques directes aussi.
la situation, elle est très complexe, mais des attaques sur les hôpitaux, des attaques sur le système de santé, des attaques directes sur des médecins, des infirmiers, des paramédicaux qui, dans la bande de Gaza, autant qu'en Cisjordanie, on leur coupe l'accès, on ne les laisse pas aller vers ceux qui ont besoin d'aide, des gens qui ont été tirés ou qui... Et je ne vais pas aller trop dans les détails parce que c'est difficile à dire, c'est difficile à entendre, même si c'est ça qu'on voit sur le terrain, mais suite à des bombardements, des explosions qui sont indiscriminées, ce qu'on voit, c'est des corps démantelés, c'est des corps d'enfants qui sont démembrés, qui arrivent à l'hôpital. Quand on arrive à les amener à l'hôpital, mais le nombre de paramédics qu'on a bloqués, qui n'ont pas pu avoir accès, vous avez probablement, peut-être certains d'entre vous, entendu parler de la petite Inde, qui a été très médiatisée, mais une enfant de 6 ans qui a appelé les paramédics, qui était toute seule, sa famille venait de mourir du bombardement, puis l'armée a bloqué l'accès aux paramédics et ils n'ont jamais pu aller la sauver. Et la dame qui était au téléphone, elle était au téléphone jusqu'à la mort de Inde. C'est une petite fille de 6 ans. J'ai des collègues qui viennent travailler tous les matins à Gaza, malgré qu'ils sont gazaouis avant d'être professionnels de la santé. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils viennent travailler sans avoir mangé, sans avoir bu parfois. J'ai eu une collègue un jour qui m'a appelée, qui m'a dit « J'arriverai pas à aller travailler aujourd'hui. J'ai 20 personnes de ma famille qui sont décédées dans le bombardement de notre maison hier. » Puis elle était sortie. 20. 2 jours plus tard, elle est rentrée au travail parce qu'il faut continuer. J'ai une autre de mes collègues qui était travailleuse sociale qui m'a dit un jour « J'arriverai pas à rentrer. Aujourd'hui, ça fait 3 jours que mes enfants n'ont pas bu. Je vais me concentrer sur essayer de trouver de l'eau potable aujourd'hui. » Ça, c'est la réalité de ce qui se passe à Gaza. Des exemples, je peux vous en montrer, je peux vous en dire des milliers. En Cisjordanie, il n'y a pas des bombardements constants, mais c'est tout aussi horrifiant et très, très inquiétant ce qui est en train de se passer. Dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin, il y a eu plusieurs attaques sur les systèmes de santé aussi. Au mois de janvier, je pense que c'était vers la fin janvier 2024 cette année, et c'est pas le premier, je vous donne des exemples. Il y a eu une incursion dans le camp de réfugiés de Jenin et des gens de l'armée israélienne qui se sont déguisés en civils, en médecins, en professionnels de la santé pour rentrer dans l'hôpital, et 3 Palestiniens ont été tués dans leur lit d'hôpitaux. Juste la semaine dernière, il y a quelques jours en fait, il y a eu une autre incursion dans un des camps de réfugiés autour de Jenin, et pendant 42 heures, tout était bloqué. Il y a eu une fermeture complète, des gens qui étaient tués, tirés à bout portant. Les paramédics ont été bloqués, donc il n'y a eu aucun accès pour les paramédics pendant 42 heures. Des paramédics qui nous ont témoigné à Médecins sans frontières après s'être fait attaquer, battre, des attaques sur les ambulances. Et un médecin qui allait travailler à l'hôpital Suleiman à Jenin, qui sortait de son auto. Il a stationné son auto dans le stationnement de l'hôpital pour aller travailler, et il s'est fait tirer dans le dos dans le stationnement. Puis c'est ses collègues qui ont dû essayer de le sauver, et il est mort. Cette même journée-là, dans la même zone, il y a un enfant qui était sur son vélo, qui s'en allait à l'école, qui a été tiré aussi. Son ami a survécu. Et ça, c'est dans le nord de la Cisjordanie, c'est pas à Gaza. À Gaza, c'est tous les jours comme ça. Vous avez probablement entendu, encore une fois, ça arrive tout le temps. Celle-là, je pense qu'elle nous a tous touchés encore plus, mais la semaine dernière, à Rafah, donc il y a une attaque sur un abri de l'UNRWA, donc des Nations Unies,
qui est un abri de civils, où il y avait des familles, des mères, des enfants. Et on est au-dessus d'une 30aine de morts. Et ça, c'était une zone qui avait été définie comme une zone sécuritaire. Parce que les zones sont très bien définies, on nous dit que ça, c'est une zone sécuritaire. On sait très bien qu'après 8 mois d'expérience à Gaza, qu'il n'y en a pas de zone sécuritaire et que même celles qui sont dites sécuritaires ne le sont pas. Donc, nos travailleurs de la santé, qui travaillent pour MSF, pour d'autres ONG, des travailleurs qui travaillent pour le ministère de la Santé à Gaza, nous disent que c'est à la minute, c'est à la seconde, ils ne savent jamais ce qui va arriver. Ils partent le matin pour aller travailler, puis à chaque matin, ils disent au revoir à leur enfant comme si c'était la dernière fois parce qu'ils ne savent réellement pas. Ils ne savent pas si c'est eux qui vont se faire attaquer ou si c'est leur enfant. Et c'est tous les jours comme ça. Des fois, on se dit que c'est tellement loin de nous que ça ne nous concerne pas ou on ne sait pas quoi faire, on se sent impuissant. Je pense que peu importe, sincèrement, peu importe la guerre, il y a des principes de base qu'on s'était établis comme communauté mondiale, comme société, qui étaient de ne pas attaquer les hôpitaux, qui étaient de laisser entrer l'aide humanitaire là où elle est nécessaire, de ne pas attaquer les civils de part et d'autre. Et quand je dis de part et d'autre, il n'y aurait pas dû avoir d'attaque. On ne devrait pas attaquer des civils. Okay? Ça, c'est notre position. Mais on ne devrait pas attaquer de civils jamais. Et là, ce qu'on voit depuis 8 mois, c'est que c'est surtout des civils qui meurent. C'est surtout des enfants, parce que 50% des enfants de la population de Gaza, c'est des enfants. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pas parce que c'est loin que ça nous concerne pas. Je vous dis ça parce que j'étais là, je les connais, c'est mes amis, c'est mes collègues. Moi, quand je me réveille le matin et que je vois la nouvelle, j'ai vu, je connais les gens qui sont là. C'est tout aussi inacceptable que si votre collègue à côté de vous, avec qui vous travaillez tous les jours, décéderait. Ou serait tué, plus précisément. Puis, pourquoi c'est important? C'est que même si c'est loin, c'est des travailleurs de la santé comme nous. Et si on permet que ça arrive là-bas, au niveau de notre humanité, c'est comme si on crée un précédent puis qu'on permet que ça pourrait nous arriver à nous aussi éventuellement. Parce que ça devrait arriver à personne. Ça devrait arriver à aucun enfant, ça devrait arriver à aucun médecin, à aucune infirmière, à aucun travailleur social, à aucun concierge qui, à tous les jours, doit rentrer à l'hôpital pour laver du sang, puis pour laver... Je vous épargne les détails. Ce que les paramédics, ce que les médecins ont vu, c'est des scènes d'horreur. C'est des scènes... beaucoup de médecins à Gaza nous disent que c'est des scènes d'enfer. Ça en est. Tu sais, comme professionnel de la santé, on est formé pour prendre soin. On est formé pour guérir des vies. Même au niveau des services sociaux, on est formé pour protéger. Il n'y a aucune de ces choses-là qu'on arrive bien à faire à Gaza en ce moment. Nos travailleurs de la santé, non seulement sont eux-mêmes attaqués, mais ils vont au travail, puis des fois, c'est leur fils qui arrive. Leur fils qui doivent amputer à froid, parce que depuis 3 semaines, on n'arrive pas à faire rentrer d'aide humanitaire et donc des médicaments, des analgésiques. Je pense que pour n'importe qui a à faire ça, c'est très, très traumatisant. Et donc, je pense que le message que j'ai envie que vous entendiez, c'est il faut qu'on, en tant que professionnel, mais j'ai envie de vous dire, puis je le crois sincèrement, j'en ai fait des contextes, ça vous a été nommé, j'ai été dans plusieurs pays en guerre, j'ai été évacuée, j'ai vécu plein de trucs. J'ai sincèrement jamais, dans ma petite vie, modestement, jamais vu un contexte comme ça. J'ai jamais vu autant de violence. Et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça comme humain avant même d'être professionnel de la santé. On doit vraiment refuser certaines choses parce que ce qu'on refuse aux autres, on les refuse pour nous-mêmes aussi.
Puis ça, c'est important de se souvenir de ce qui nous relie et pas juste de ce qui nous sépare, malgré toute la polarisation. Parce que ce qu'on voit maintenant à Gaza, c'est des choses qui empêchent la vie, qui empêchent la continuité de la vie et qui empêchent la transmission entre les générations. Et ça, on doit dire non à ça. Donc, peut-être faire le lien très concrètement avec nous ici. Puis très rapidement, tantôt, Nadine va vous lire une proposition qui va vous demander de faire quelque chose, c'est-à-dire témoigner de votre solidarité pour les travailleuses, les travailleurs de Gaza, de la Palestine. Puis je vais prendre l'exemple, 3 exemples très, très rapidement. Le premier que Dr. McMahon a fait illusion, la petite fille de 6 ans, 5 ans, 6 ans, j'oublie, qui était dans son auto, dans l'auto de sa famille. Dans un premier temps, j'oublie si c'était sa sœur ou sa cousine qui a appelé ce qui est l'équivalent de 911 ici, pour dire qu'il y a un char de d'assaut direct devant nous. Il a tiré. La plupart de ma famille est morte. On est 2, on a besoin de l'aide de façon urgente. La reportrice médicale d'urgence, elle a dit, OK, écoutez, elle a établi où est-ce que la personne était. Elle a dit, restez calme. Moi, je vais contacter les autorités israéliennes pour qu'ils ne tirent pas sur vous autres. Et ensuite, il fallait qu'elle fasse toute une démarche pour dégager le corridor pour les paramédics pouvaient se rendre à l'auto en sécurité et ne pas se faire tirer là-dessus. Et ça a pris du temps. Et finalement, c'est la petite fille qui a rappelé le 911 pour dire, ma cousine ou ma sœur, comme j'ai dit, j'oublie, elle est morte. Et là, elle a dit, il commence à faire noir, puis j'ai peur du noirceur. Puis d'entendre le reportatrice qui accompagne tout au long cette petite fille-là pour dire, moi, je vais rester avec vous. On va se parler, vous me dites qu'est-ce qui se passe, puis elle lui faisait parler. Entre-temps, elle a l'approbation de l'armée israélienne sur le chemin que doivent prendre les paramédics pour se rendre. Finalement, toute la communication est coupée. Elle n'a plus de contact ni avec la fille, ni avec les paramédics. 2 jours plus tard, l'armée israélienne se retire du secteur. On arrive là-bas à 150 mètres de l'auto avec la famille qui a été massacrée. Il y a l'ambulance. On a tiré là-dessus. Les paramédics sont morts. Imagine, nous avons vécu la pandémie et toutes les histoires que moi j'ai entendues direct de vous autres là, sur les difficultés. Du monde qui était à la Flèche, du monde qui était à Laval, qui ont vécu ça. Imaginez si en même temps c'était dans une zone de guerre, puis le professionnalisme de ces personnes-là pour faire le travail, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, ça n'arrête pas là, il y en a une tonne. Je termine avec une petite anecdote. Au tout début, lorsqu'on a bombardé le Gaza, comme dans n'importe quel hôpital, l'hôpital El-Shifa, merci, il y a des caméras en permanence à l'entrée, à l'urgence, etc., etc. Puis, on voit, pendant les bombardements, les caméras qui sont fixées sur l'entrée à El-Shifa, puis c'est le chaos total. Les médecins, les paramédics, tout le monde qui est là, c'est un va-et-vient, ça rentre, le monde qui apporte leurs enfants. Bref, c'est l'enfer.
Mais ce que j'ai constaté, ce qui m'a frappé à ce moment-là, il y avait un gars qui faisait l'entretien ménager. Puis au milieu de tout ce chaos-là, lui, avec son map, là, il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas, puis le monde, il passait après le monde, il s'organisait pour ne pas être dans le chemin, mais c'était comme s'il se disait, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va tomber malade parce que c'est pas propre. Puis dans un chaos total, la détermination de faire son travail, le monde du réseau de la santé des services sociaux et les services de garde, je ne vous donnerai pas d'exemple, mais il y a un tonne d'exemples. Le monde qui fait avec des enfants pour les regrouper, pour faire en sorte qu'ils ne pensent plus aux bombes, qu'ils ne pensent plus aux drones, qui sont constamment au-dessus de leur tête. Envoyer un message de solidarité à ce monde-là pour dire « on vous voit ». On vous admire. C'est ça le travail qu'on va vous demander de faire. Je pense qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça ne règle pas grand-chose à part de dire il y a du monde d'ailleurs qui nous voit. Donc, je vais laisser Nadine faire la lecture de la proposition, mais vous n'avez pas d'idée, je pense. En tout cas, je peux me tromper. Peut-être c'est insignifiant, mais moi, je pense que nous n'avons pas d'idée comment ça peut être important. Voilà.